Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, bonjour. Président de Footprint Consultant, également éditorialiste sur France Culture et à Challenge. Eh bien, Éric Heyer est avec nous, directeur de l'OFCE. Bonjour Éric. Loi El Khomri, la confrontation continue. Philippe Martinez, le leader de la CGT, prévoit une très forte mobilisation ce mardi. Les manifestations sont organisées par 7 syndicats qui demandent un retrait de la loi. Laurent Berger, leader de la CFDT, fustige les postures et la méthode, dit-il. Alors peut-être un espoir de sortie de crise vendredi, date du rendez-vous de Philippe Martinez et de la ministre du Travail Myriam El Khomri. En attendant, le texte est examiné par les sénateurs qui souhaitent rétablir certaines dispositions initiales et supprimer les 35 heures. Alors comment va se terminer cette bataille politique et syndicale? Comment sortir du conflit? Quelques réactions et on en débat ensuite. Proposition de la CGT. Si le mot d'ordre aujourd'hui de la CGT, c'est le retrait de tous les articles qui font le sens dans ce texte, ça ne sera pas possible. Quand on veut se sortir d'un mouvement d'une très grande ampleur comme nous le connaissons, il faut pouvoir discuter et pas justement être dans une posture comme le fait le gouvernement. Nous allons discuter, mais nous espérons que le gouvernement n'est pas justement dans une posture. Ça a été testé dans d'autres pays de la zone euro, ça ne produit aucun résultat, ça ne crée pas un seul emploi et ça précarise. Je ne vois pas pourquoi on le fait, si ce n'est pour obéir à Bruxelles. Alors Philippe, vendredi, rendez-vous de Philippe Martinez, donc leader de la CGT avec Myriam El Khomri. Alors ça sera au lendemain de la séance de négociation sur l'assurance chômage. Y a-t-il un espoir de sortie de crise ? Oui, sans doute, pour une raison d'ailleurs qui ne tient pas beaucoup à des prises de position des uns ou des autres. C'est simplement que le mouvement va s'épuiser. On le voit bien d'ailleurs, hein. Il est de moins en moins suivi, ça fait longtemps que ça dure, on approche des vacances. Donc je pense que s'il n'y avait aucun rendez-vous, s'il n'y avait pas de sortie de crise officielle, ça finirait par s'effilocher. Bon, alors cela dit, c'est vrai qu'ils vont se reparler, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, parce que la dernière fois, Martinez avait juste posé un lapin à El Khomri, ce qui avait fâché El Khomri, enfin il y a une histoire de corne-cul entre eux en plus. Emmanuel Valls reparle également à Philippe Martinez. Voilà, non mais voyez où on en est quand même, ils se parlent pas, vous savez, c'est vraiment la cour de récréation. Bon, il est vrai que Martinez maintenant accuse le gouvernement d'avoir une posture. Le gouvernement, il fait son boulot, c'est-à-dire qu'il y a un texte, il l'a défendu, il a à mon avis trop reculé, mais enfin il a fait ce qu'il a cru devoir faire. C'est lui qui est dans une posture, Martinez, une posture maximaliste. Ce qui se comprend d'ailleurs du point de vue de la CGT. Enfin, il n'y a pas plus de posture d'un côté que de l'autre. Ou si je fais vraiment trouver un côté où il y a plus de posture, moi je dirais sans hésiter que c'est Martinez qui est dans une posture. Oui, donc je pense que ça va se régler assez largement de soi-même par épuisement des troupes. Épuisement des troupes, vous êtes d'accord Éric ? Oui, c'est sans doute comme ça que ça va se régler. Alors, il faut quand même rappeler que ce n'est pas uniquement avec les syndicats où il peut y avoir un petit souci. Ils veulent aussi avoir un petit soutien politique et les frondeurs ne sont pas loin. Et donc, il risque d'y avoir... Enfin, il risque... Peut-être que c'est une bonne chose. Certains aménagements, alors on pense à l'article 13, on pense... Enfin, il y a certains articles... L'article 13 qui concerne... Alors, on parle beaucoup de l'article 2. Sur les accords offensifs, vous voyez que vous pouvez... à l'heure actuelle, vous ne pouvez faire que les accords défensifs. C'est-à-dire que si vous allez mal, vous avez le droit d'augmenter le temps de travail sans toucher au salaire. En gros, baisser le salaire horaire. Avec l'article 13, vous avez le droit de baisser les salaires même quand vous vous portez bien. Et donc, c'est pour essayer de... À condition d'obtenir l'assentiment des salaires. C'est vrai que c'est un changement. Oui, mais c'est un changement. Et donc, si vous avez un projet de gain de compétitivité, vous pouvez le faire. Il y a aussi un article, j'ai oublié son numéro, où vous rassemblez les branches. Vous voyez que là, vous perdez en termes de représentants syndicaux. Donc, c'est possible qu'il y ait certains aménagements pour que tout le monde puisse sortir un peu la tête haute. Et effectivement, mais donc, je suis assez quand même d'accord, c'est l'essoufflement qui va faire son chemin. Mais il n'en restera pas moins que ce sera quand même une loi qui aura été mal négociée et mal ficelée. Et au niveau politique... Je sais pas, pardon, on parle de tête haute juste un petit moment. Je ne sais pas si c'est l'intérêt du gouvernement, ni même d'ailleurs du pays, que de donner des gages pour que tout le monde sorte la tête haute. Hein. Honnêtement... au moins les frondeurs, disons que s'ils pouvaient éviter le 49.3, ça serait bien. Pourquoi éviter le 49.3 Quel est le bénéfice politique de l'éviter hein. Il y en a eu à la première lecture. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à gagner. Justement, est-ce qu'il s'agit d'une guerre de deux gauches? C'est ce que dit Jean-Marie Le Guen, ministre chargé des relations avec le Parlement. Il évoque, lui, les convulsions d'une gauche radicale qui n'a jamais digéré l'échec du communisme et qui
qui a l'impression que le monde lui échappe. C'est très juste, c'est profondément juste. Le Guen est un très, très bon analyste de la vie politique, c'est l'un des tout meilleurs. Et on ne va pas refaire sur un coin de table le congrès de Tours, Bad Godesberg et toute l'histoire du mouvement ouvrier, du socialisme et du flirt de la gauche française un peu plus long qu'ailleurs avec le communisme et l'esprit révolutionnaire. Il est vrai qu'il y a en France quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sauf marginalement en Italie. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier reste très profondément ancré dans une vision du monde qui est une vision quasi marxiste, en tout cas de lutte des classes. En même temps, vous avez Podemos maintenant en Espagne, Philippe. Oui, mais ce sont des mouvements qui n'ont pas de prise directe sur la manière dont fonctionne la vie des entreprises ni la vie de la négociation sociale. Oui, il y a des rejets de ça, vous avez raison, en Espagne, mais concrètement, il n'y a qu'en France qu'on a une espèce de détestation atavique d'une partie de la gauche pour tout ce qui est le monde, l'entreprise, etc. Donc il y a effectivement un problème de culture de l'âge de pierre d'une partie de la gauche, pas toute, mais une partie de la gauche. La gauche aurait dû faire sa mutation plus vite, son réformisme n'est pas suffisamment assumé. Je cite encore Jean-Marie Le Guen. Oui, alors enfin, il exagère un tout petit peu, parce que là, on parle des frondeurs, on parle de Jean-Marc Germain. Vous voyez que Jean-Marc Germain, si vous discutez avec lui, il est conscient qu'il faut réformer le pays, mais il faut le faire de façon consensuelle et il faut le faire de façon équilibrée. Donc c'est la méthode dont vous parlez. Voilà, c'est une méthode. Alors oui, ils étaient contre l'austérité, mais du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, les économistes du FMI, de l'OCDE, leur donnent plutôt raison. C'est qu'effectivement, il ne fallait pas faire cette austérité-là à marche forcée comme ils l'ont fait. Donc, vous voyez, Jean-Marc Germain, aujourd'hui... mais sur le marché du travail, le FMI est plutôt favorable à la loi El Khomri. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Et donc, Jean-Marc Germain est pour la flexi-sécurité. Les frondeurs en règle générale. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller de pair avec certaines garanties. Et là, il faut aussi l'expliquer de façon un peu plus... Il faut plus de sécurité, disent-ils. Alors évidemment, c'est pas ce qui se passe la sécurité, vous voyez, c'est pas forcément la sécurité pour les salariés, c'est avoir une politique macro qui accompagne les réformes. Vous voyez que là, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas du tout sur cette posture-là. Et donc, il me semble intéressant d'avoir des frondeurs aujourd'hui qui nous rappellent certains points assez évidents. Et pour l'instant, en tout cas, les économistes, ils étaient un peu en avance sur le gouvernement et les économistes leur donnent plutôt raison aujourd'hui en termes de l'austérité. Ça, c'est des bêtises, Philippe? Non, mais oui, parce que franchement, l'austérité en France, c'est un gag. Il n'y a pas d'austérité en France. L'austérité fiscale a été énorme. Il y a eu 35 milliards d'augmentation des impôts. Ça, j'en suis bien d'accord. Mais comme vous le savez, ça a porté très fortement sur 15 à 20% des Français. Donc ça ne concerne pas du tout les gens pour qui se battent officiellement les leaders syndicaux dont on parle, et les déficits continuent à filer. On est ceux qui ont fait le moins d'efforts, et donc franchement, parler d'austérité dans ce pays me paraît... L'austérité, c'est une austérité fiscale, et le pouvoir d'achat des Français a été amputé d'à peu près 35 milliards en l'espace de 3 ans, ce qui a cassé la croissance économique, et en cassant la croissance économique... Ça n'a pas cassé, il n'y en avait pas. Mais si, c'est pas vrai. En 2011, il y a 2,1% de croissance, Philippe. Oui, c'est la sortie de la crise, ça corrige l'année négative. On n'avait toujours pas fini. Et d'un coup, ça se casse. Et donc, quand il n'y a plus de croissance, il y a du chômage. Et avec plus de chômage, c'est bien la population basse. Pour en revenir à la loi El Khomri, elle passe au Sénat. Donc, autant dire que là, on est loin des frondeurs. Puisque eux veulent marquer, au contraire, qu'ils sont à droite. Enfin, il y a clairement une volonté politique du côté des sénateurs. Ils veulent revenir, finalement, à certaines dispositions du texte sur les PME, l'apprentissage. Revenir à la baramisation prud'homale, en l'occurrence, les forfaits jour. Et puis, ils veulent supprimer les 35 heures. Donc là, on va très loin. Tout ça est très intéressant, on pourrait en parler longuement, mais très honnêtement, ça n'a aucun intérêt, puisque les institutions font que, de toute façon, le Sénat fait bien ce qu'il veut, ça viendra en commission paritaire mixte, où il n'y aura pas d'accord, et ensuite ça sera tranché par l'Assemblée, comme le veulent les institutions, et l'Assemblée, évidemment, mettra à la poubelle 99% de ce que les sénateurs auront fait. Donc c'est un message politique de leur part. C'est un message politique, et puis après tout, ils font leur travail. Enfin, je veux dire, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que fait le Sénat, mais le Sénat est dans son rôle quand il dit, moi je voudrais que le texte revienne à ce qu'il était au départ. Plus supprimer les 35 heures, donc ils vont encore plus loin. Supprimer les 35 heures, c'est pas exactement de ça qu'il s'agit, mais oui, ils vont certainement plus loin que ce que disait le texte au départ. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a aucun intérêt opérationnel. C'est-à-dire, dans 15 jours, 3 semaines, tout ça sera rangé dans des armoires au Sénat et on aura en gros le texte que veut le gouvernement, puisque c'est l'Assemblée nationale qui en décidera et que ce sera grosso modo ce que le gouvernement aura souhaité. Surtout s'il y a un 49.3, évidemment. Donc aucun impact des sénateurs? Non, aucun impact. Non, mais ça signale juste qu'il y a une division complète. Que pensez-vous de ce virage, justement, supprimer les 35 heures? Effectivement, ça se rapproche, disons, des programmes économiques des candidats de droite.
Oui, non, mais effectivement, ça va être l'objet de la prochaine campagne présidentielle. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Effectivement, là, on voit bien que ce gouvernement a eu un peu tout faux de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, personne n'est d'accord avec ces mesures. C'est-à-dire qu'il est trop à droite pour certains, trop à gauche pour d'autres. Et donc, son idée, c'était essayer de couper l'herbe sous le pied de l'opposition, mais on voit bien qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin. Donc, moi, je pense que le virage, ça sera une discussion qu'on aura sans doute ici au moment des présidentielles. Encore une fois, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la principale raison des mots français soit les 35 heures. Ça a été amendé depuis ça a été amendé depuis le 1er janvier 2003. Ça revient sur le tapis, en tout cas. Oui, depuis le 1er janvier 2003, ça n'existe plus, les 35 heures, pour moi. Sincèrement, vous avez le droit d'annualiser le temps de travail. Vous avez le droit de faire un certain dans la nombre de fonction trucs. publique territoriale, c'est 32 heures. D'accord. Non, mais attendez. Non, mais ok. Alors, oui, mais là, on n'est pas en train de parler de la fonction publique. La Finlande était le seul pays où on travaillait moins qu'en France. Non, et ils viennent. Mais si, c'est absolument vrai. Alors là, je vais parle du temps plein et je me fixe sur les... Pourquoi on passe sur du temps plein? Mais non, quand on incite ailleurs vers le temps plein. Ou les Finlandais viennent d'adopter une réforme. Les Finlandais viennent d'adopter une réforme qui va prolonger le temps de travail parce qu'ils ont pris cette décision avec les organisations syndicales parce qu'ils voyaient bien que c'était une impasse. Quand on travaille réduire la rémunération des congés payés de 30%, Philippe. Donc, on travaille 10% de plus que les Allemands en règle générale. On travaille 17% de plus que les Pays-Bas. Je vais poster sur Twitter. C'est en moyenne alors. Non, parce que vous prenez le temps partiel. Mais vous regardez que d'un œil, Philippe. Mais je regarde pas que d'un œil. C'est ce qui est intéressant. Mais on peut. Il y a toujours un débat sur ces statistiques. Ce qui compte, c'est quelle est l'assiette, quel est le temps de travail pour quelqu'un qui travaille à temps plein. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi et restez avec nous du Brexit une autre sur fois. France 24. On reviendra sur le Brexit, ça c'est sûr.